Mon invité ce matin dans Les Échos est gouverneur honoraire de la Banque de France et ancien président de la Banque Centrale Européenne de 2003 à 2011. Bonjour Jean-Claude Trichet. Bonjour. Le chiffre est tombé ce matin, plus 0,4% de croissance au troisième trimestre en France, selon l'INSEE. C'est plus que le trimestre précédent, mais c'est moins que d'anciennes estimations. Comment lire ce chiffre, Jean-Claude Trichet? Je crois qu'il y a une vision française, évidemment, une vision européenne et une vision mondiale. Nous avons au niveau mondial un certain ralentissement de la croissance, qui a d'ailleurs été signalé par le Fonds monétaire international lors de la dernière assemblée annuelle, avec une révision en baisse de la croissance cette année de moins 0,2% et l'année prochaine aussi de moins 0,2%. Donc là, il y a là un phénomène qui est important, qui est mondial. En Europe, on a aussi un ralentissement incontestable, qui est d'ailleurs visible dans les prévisions, les projections qui sont faites à la fois par le FMI sur l'Europe et aussi par la Banque Centrale Européenne. Et donc la France se retrouve, si vous voulez, avec cette double influence mondiale et européenne. Il est bon, évidemment, qu'elle fasse mieux qu'au trimestre précédent, et je pense qu'elle va faire mieux que peut-être certains pays européens qui eux-mêmes sont en train de ralentir. Ceci dit, la France a beaucoup à rattraper par rapport aux autres pays européens, certainement par rapport à notre grand voisin. Et donc, il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on a fait 0,4, après avoir fait 0,2, c'est formidable. Non, on a beaucoup de chemin à rattraper en ce qui concerne la croissance, la création d'emplois, et aussi d'ailleurs notre compétitivité qui est dégradée en ce moment, comme on le voit bien dans les comptes externes. Alors je fais le parallèle avec les annonces qui ont été faites par la Banque Centrale Européenne jeudi dernier, à la fois la confirmation de sa volonté de mettre un terme à sa politique de rachat d'actifs d'ici à fin décembre, et de l'autre côté, de laisser inchangé son taux directeur principal au moins jusqu'à l'été 2019. Une fois que l'on aura franchi cette date de l'été 2019, au regard de l'analyse que vous portez sur la croissance européenne qui est en ralentissement, doit-on craindre encore des effets négatifs sur la croissance s'il y a une remontée des taux? Écoutez, quand une banque centrale vous dit à échéance de presque un an, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de hausse des taux avant octobre de l'année prochaine. Oui. Donc, quand une banque centrale vous dit ça, elle ne vous donne pas un signal dramatique. Elle vous dit... vous pouvez compter sur des taux dont je rappelle qu'ils sont négatifs, à moins 0,4%, pendant une période encore très longue. Et très longue après la fin, en effet, des achats nets de valeurs négociables au titre du QE. Donc on se trouve en présence, si vous voulez, d'une très bonne, à mon avis, très bonne projection de ce que la Banque centrale va faire. Le marché sait ce que la Banque centrale va faire à la fin de l'année. Il sait ce qu'elle va faire donc pendant un long moment, c'est-à-dire rien du tout en ce qui concerne les taux d'intérêt. Bien entendu, il faut tenir compte des données, il faut tenir compte des indications nouvelles que l'on peut recevoir du monde, d'Europe et de France. Et donc les banques centrales restent toujours évidemment agiles et réactives le cas échéant. Mais je crois qu'on peut difficilement faire mieux en conseillant au marché d'avoir une hypothèse centrale qui est, encore une fois, me semble-t-il, assez claire. Alors ensuite, on verra. On est dans une situation vraiment très exceptionnelle en ayant des taux négatifs. Autre actualité également, Jean-Claude Trichet, le candidat d'extrême droite Bolsonaro qui a remporté l'élection présidentielle au Brésil ce week-end avec 55% des voix. Vit-on une fois de plus un nouvel élément déstabilisant? Je crois que c'est surtout sur le plan politique, au sens noble du terme, que ces phénomènes sont importants. Jusqu'à une période assez récente, il y avait une tendance à considérer que ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire un mélange, une dimension, disons, nationaliste, une dimension protectionniste, une dimension de crainte devant l'immigration, tout cela était le propre des pays avancés. On a vu le phénomène en Angleterre, le Brexit est très très largement influencé par ce courant puissant. On a vu aux États-Unis, le président Trump est porté par ce courant. On le voit en Europe continentale, clairement. Il ne faut d'ailleurs pas confondre ce courant dit populiste avec un courant anti-européen. Le paradoxe, c'est que le courant populiste est beaucoup plus dirigé contre les gouvernements, les partis traditionnels, disons, et les partis gouvernementaux traditionnels, que contre l'Europe. Tous les sondages, toutes les enquêtes d'opinion que l'on peut faire le montrent, et c'est une grave erreur que de dire l'Europe est très menacée par ce mouvement. Non, l'Europe tient mieux, si je puis dire, en tant qu'institution,
que les institutions nationales elles-mêmes. Mais ceci dit, ce qui vient de se passer au Brésil montre que dans une grande démocratie de pays émergents, le même phénomène est observé. Et ça doit nous conduire à reconsidérer au niveau mondial ce phénomène, parce qu'il frappe non seulement les pays avancés, mais aussi les pays émergents, ce qui n'était pas l'hypothèse centrale jusqu'à présent. Ceci dit, on va voir l'impact de cette élection sur l'économie mondiale. Au moment où je parle, je ne vois pas pourquoi il serait significatif dans un sens ou dans un autre. Nous allons voir, il faut attendre les premières décisions qui seront prises. C'est sur le plan politique qu'il est plus alarmant. Autre sujet, si on revient en zone euro, c'est une première, le budget italien a été retoqué par la Commission européenne en cause une prévision de déficit qui est trop élevée au regard de Bruxelles. Rome a déjà indiqué qu'il ne comptait pas revoir cette trajectoire face à ce bras de fer ouvert. Aujourd'hui, y a-t-il un nouveau risque déstabilisant en Europe, Jean-Claude Trichet ? D'abord, la situation de l'Europe aujourd'hui n'est pas du tout la situation de l'Europe que j'ai connue moi-même et que mon successeur a connue en 2010 pour moi et 2011, où nous avions en effet une vulnérabilité énorme. Pour vous donner une idée, Grèce, moins 15% de déficit en proportion du PIB de déficit de balance des paiements courants, Portugal, moins 10%, Espagne, moins 9%, Irlande, etc. Donc on était dans une situation gravissime, on est dans une situation qui n'a rien à voir avec la situation de l'époque. Ceci dit, évidemment, le fait que le nouveau gouvernement italien, qui d'ailleurs est précisément issu de ces forces que j'évoquais, si vous voulez, qui sont à la fois nationalistes, protectionnistes et qui sont anti-immigration, tout cela fait que le signal donné est un signal très fort dans le mauvais sens, parce que quand on a un gouvernement, les pays sont les pays. Quand un pays prend un engagement, c'est un vrai engagement qui est considéré comme tel par l'ensemble des observateurs, évidemment européens, mais aussi par les participants du marché, les investisseurs et les épargnants nationaux et du monde entier. Juste quelques chiffres pour que ceux qui nous regardent puissent comprendre. L'ancienne promesse de l'ancien gouvernement italien, c'était 0,8% de déficit. Et là, le nouveau gouvernement prévoit 2,4. C'est moins 2,4. Moins 2,4. Oui. C'est donc un triplement, alors que la dette italienne est déjà à 131%. Oui. Et c'est encore plus grave que ça, parce que le gouvernement précédent, l'Italie, s'était engagé à avoir moins 0,8 en effet l'année prochaine et 0 l'année d'après. Et là, on nous dit moins 2,4 l'année prochaine et toujours un déficit très important dans les années suivantes. Donc le signal donné, encore une fois, est très mauvais. À mon avis, si vous voulez, l'émotion de la Commission, qui conseille les gouvernements, mais l'émotion des autres gouvernements européens est grande, évidemment, parce qu'ils comptaient sur une marche de l'Italie vers une stabilisation de l'ensemble de la situation, qui est difficile à cause des 131% de produit intérieur brut de dette publique que l'Italie peut avoir. Mais il y a les marchés également. On dit les marchés, moi-même je viens de dire les marchés, c'est-à-dire les épargnants qui n'ont pas envie de perdre de l'argent et qui se retrouvent, si vous voulez, dans une situation complètement différente. Donc on va voir ce qui va se passer. J'ai entendu le gouvernement italien dire, par la voix d'ailleurs, non seulement du Premier ministre, mais des deux chefs des différents partis, nous ne voulons pas quitter l'Europe, nous ne voulons pas quitter l'euro, de manière à éviter toute ambiguïté. C'est bien, ça correspond d'ailleurs à ce que souhaite de toute manière l'opinion publique italienne, qui n'a aucune envie de quitter ni l'Europe ni l'euro. Mais bon, il va falloir en tirer les conséquences, et c'est un triangle que nous avons en face de nous. Les autres pays amis européens et la Commission, le gouvernement italien, et puis les épargnants. Et je m'attends, si vous voulez, à ce que progressivement il y ait un certain mûrissement et que le gouvernement italien en tout cas se rende compte que ce n'est pas son intérêt, ce n'est pas l'intérêt de ses électeurs, ce n'est pas l'intérêt de l'Italie en général, que de persister dans une dégradation, si vous voulez, grave de sa propre signature. Alors, autre sujet également, il y a un mois, c'était les 10 ans de la crise financière, ou en tout cas les 10 ans de la faillite de Lehman Brothers, la grande banque d'affaires américaine, survenue le 15 septembre 2008. À l'époque, vous étiez président de la Banque centrale européenne. Aujourd'hui, le système financier est-il davantage sécurisé ? A-t-il appris de ses erreurs ?
Jean-Claude Trichet? Beaucoup de choses ont été faites depuis cette époque, au cours des 10 dernières années, et notamment sur le plan des règles de prudence, sur le plan financier, particulièrement, je dois dire, en direction des banques. Pour les banques, les règles ont été considérablement durcies et c'est une bonne chose. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a eu trop de régulation de ce point de vue, contrairement à ce que certains disent aux États-Unis et notamment le président Trump. Ceci dit, il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment du côté des non-banques. Et d'une manière plus générale, si vous voulez, parmi les causes de la crise, et c'est incontestable, il y a consensus là-dessus, le niveau d'endettement public et privé, en proportion du produit intérieur brut, avait été considéré à juste titre comme étant un des éléments, l'une des dimensions, non pas la seule, mais l'une des dimensions très importantes ayant provoqué la crise très grave que nous avons connue. Or, l'endettement public et privé total, au niveau de la planète, au niveau de l'économie mondiale intégrée, a continué d'augmenter en proportion du PIB après la crise. Alors les méthodologies peuvent être différentes, certains disent au même rythme qu'avant, d'autres disent c'est un peu atténué, mais enfin en tout état de cause, ça a continué d'augmenter. Ce que le FMI a d'ailleurs confirmé dans son dernier rapport. Oui, et ça c'est important, et c'est évidemment à mon avis, un message très important du FMI, parce que le FMI ne disait pas trop ça avant. Je dois dire que moi-même, j'avais été amené à plusieurs reprises à dire on a des éléments d'inquiétude. Notre indicateur de vulnérabilité mondiale, c'est-à-dire l'endettement total, public et privé, en proportion du PIB total de la planète, continue d'augmenter et est plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était à la veille de la crise précédente. Encore une fois, ce n'est pas la seule cause de la crise, enfin c'est un élément qui appelle à la plus grande vigilance possible et à un changement à l'évidence de marche, si vous voulez, de la macroéconomie mondiale, donc des macroéconomies des différents pays. 10 ans plus tard, après cette crise, Donald Trump est président des États-Unis et il a récemment répété des attaques à l'égard de la Banque centrale américaine, la Fed, et Jérôme Powell, son président. Il l'a même qualifié de folle, la Banque centrale américaine, a cherché à décrédibiliser comme ça la Fed, la Banque centrale américaine, et son indépendance. C'est joué avec le feu ou pas, Jean-Claude Trichet? Je ne crois pas vraiment, parce que tout le monde sait que le président Trump est excessif dans la quasi-totalité de ses remarques. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il perçoit les choses lui-même et perçoit le dialogue qu'il peut avoir avec les institutions. Je ne crois pas qu'aux États-Unis, qui que ce soit pense que la Fédérale Réserve sera influencée par ses remarques. Et je crois que c'est plutôt le président Trump qui se décrédibilise un peu lui-même, beaucoup, en faisant des remarques de cette nature. De toute manière, là aussi, la crédibilité de la Banque centrale américaine, et de même que la crédibilité de la Banque centrale européenne, est fondamentale vis-à-vis, si vous voulez, de l'intérêt supérieur de l'ensemble de l'économie américaine comme de l'économie européenne. Et donc faire joujou, si je puis dire, avec l'indépendance de la Banque centrale, est très dangereux, serait très dangereux si c'était crédible, mais je crois que ce n'est pas crédible. Merci Jean-Claude Trichet d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, ancien président de la Banque centrale européenne de 2003 à 2011 et gouverneur honoraire de la Banque de France.